refait la conf, ou plutôt on poursuit la conf avec le C-Team, 15 minutes pour apporter des éclairages complémentaires à la table ronde qui vient de se terminer sur le design responsable. Alors le design est-il de plus en plus responsable ? Comment ça se passe? Nous allons apporter des éléments de réponse, ou en tout cas tenter de le faire avec nos deux invités. D'abord, Grégory Richat, vous êtes directeur associé d'OPO Conseil. Bonjour. Et Laetitia Lemaner, animatrice du club Gier Entreprise. Grégory, OPO a conduit une étude notamment sur justement ces thèmes d'éco-conception, de design éco-responsable. Qu'est-ce qu'on en retire? Qu'est-ce que c'est que cette étude déjà? Et puis quels sont les enseignements? Oui, bonjour, tout à fait. En avril dernier, donc pendant le Covid, on a mené une étude auprès de 20 industriels qui étaient déjà très engagés sur des leviers de circularité, parce que l'étude s'appelle Pivoter vers l'industrie circulaire, avec un constat majeur qui est de dire depuis 10 ans, on transforme en fait les cœurs d'usine pour redonner de la compétitivité par le 4.0, par des usines plus propres, et ça on en a besoin pour remettre de l'industrie dans les territoires, mais que par rapport aux enjeux écologiques, mais aussi de supply chain qui sont aujourd'hui très très fragiles, de réengagement des équipes, de disruption au niveau des réglementations. Si on s'arrête au cœur d'usine, on va louper 90% des sujets. Et donc comment on arrive à transformer également les chaînes de valeur? Parce que vous prenez l'agroalimentaire ou des secteurs amont, 90% de l'empreinte environnementale, c'est sur l'usage de la ressource en amont, l'extraction de la ressource, la déforestation, les mines, etc. Et sur des secteurs comme l'automobile ou d'autres, 90% de l'empreinte environnementale, par exemple, c'est les voitures qui roulent. Donc on a besoin pour ça de réinventer l'usage qu'on a bien sûr de l'énergie, changer de type d'énergie, mais aussi changer l'usage qu'on fait de la matière. Et donc on a travaillé sur ce qui ressort, c'est qu'il y a des vraies logiques d'innovation pour les entreprises pour transformer ces business models vers de nouveaux business models qui vont aller vers l'économie de la fonctionnalité, le réemploi des produits, l'intégration de nouveaux matériaux dans les produits qui sont plus éco-responsables et qui permettent de changer aussi les chaînes de valeur. Et là, le design est central dans tout ça. Et quand on parle de design responsable, aujourd'hui, il y a un vrai historique d'éco-conception en France depuis 10, 15, 20 ans. Et on se rend compte que 90% des entreprises qu'on a interrogées, parce qu'on a fait une enquête avec 70 répondants, disent faire de l'éco-conception. Mais quand on creuse, on se rend compte que quand on fait de l'éco-conception, il y a beaucoup de critères qu'on peut intégrer. Et les critères sont essentiellement des critères de réduction de l'empreinte de consommation des ressources, de l'empreinte matière, que ce soit recyclable, etc. Mais il y a tout un champ de critères qui n'est aujourd'hui pas exploré. Il n'y a que 20% des entreprises qui dépassent ces critères-là. Et donc qu'est-ce qu'on retrouve comme critères qui pour moi font partie vraiment de ce qu'on peut appeler un design responsable, qui sont pour moi disruptifs parce qu'aujourd'hui les entreprises ne le font pas et qui peuvent apporter de vrais leviers de compétitivité en plus que d'être bonnes pour l'environnement. On a designé pour la fonctionnalité. Comment les entreprises viennent aller chez les clients, faire de la recherche utilisateur pour designer des produits qu'on ne va plus vendre pour le produit, mais aller vendre une économie de service, un product as a service. Ça, c'est des vraies ruptures pour l'industrie aujourd'hui et qui va vers des produits qui durent plus longtemps avec une empreinte qui a été démontrée qui est bien moindre qu'un produit qu'on va utiliser une fois. Il y a un autre champ qui est designé pour la réparabilité et la durabilité. Comment on fait qu'un produit, par exemple, au lieu d'acheter 2 machines à laver en 10 ans, on va en acheter finalement qu'une, ou on va prendre une autre qui a été réparée pour l'utiliser. Et du coup, on augmente les cycles de vie et les cycles d'utilisation des produits avec un impact très fort sur du coup moins de CO2 parce que moins d'énergie pour en refaire, et de l'emploi local et de la compétitivité pour l'entreprise qui peut adresser de nouveaux marchés parce qu'on va vers d'autres cycles de vie pour les produits. Et il y en a un troisième qui est très important, qui va être au niveau de la traçabilité. Apparemment, on va designer avec des nouveaux matériaux pour être plus responsable, qu'on va vouloir réutiliser les produits, etc., qu'on va vouloir démontrer l'impact. S'il n'y a pas une continuité de la donnée sur un produit qui va être utilisé plusieurs fois par plusieurs industriels. Attends, je vous arrête une seconde, on a un problème de micro ? On change de micro et on reprend. Non, mais normalement on vous entendait quand même. Donc, super. Et donc en fait, d'avoir une continuité de la donnée, c'est clé pour permettre de réaliser des business models autour d'un produit qu'on utilise une fois, 2 fois, qu'on peut récupérer les composants pour les réutiliser dans d'autres produits, etc. Et jusqu'à la fin, de savoir que tel composant du produit, il est compostable, ou on peut le remettre dans un cycle technique, ou selon la région, comment on peut le recycler. Donc en fait, on est sur un design, et ça, très peu d'entreprises le font. Et celles qui le font, comme il y a le groupe SEB qui le fait, une PME comme Areco qui fait les diffuseurs
de vapeur d'eau sur les bacs à légumes, ou même des startups comme Ethnisy qui prend par exemple des coquilles de moule de la fête de la braderie à Lille pour faire des carrelages. Avec toute une, et donc on arrive en fait à avoir des produits hyper innovants, hyper compétitifs, et avec des équipes qui sont complètement emballées parce qu'on mélange à la fois, on sort de j'ai éteint ma lumière donc je respecte l'environnement, à je change mes business models, je change mes modèles industriels, et je peux même changer la donne sur le marché comme Veja par exemple, qui avec un autre design produit basé sur des produits sur une permaculture et commerce équitable, etc. Aujourd'hui, vous avez une Veja ou une basket Adidas, on se pose la question entre les deux. Et donc, on arrive à disrupter comme ça des marchés par un design beaucoup plus responsable. Voilà, on a des gens qui ont l'impression de vraiment bosser pour la planète, pas simplement pour leur entreprise. Tout à fait. Pour leurs contemporains. Laetitia Lemaner, vous êtes designer de profession, enfin de formation. Oui, tout à fait. Je suis designer industriel de profession. J'ai eu ma propre agence de design pendant plus de 10 ans, donc pour travailler pour des industriels. Et là, actuellement, je suis la déléguée générale du Club G, qui est un club d'entrepreneurs de la vallée du Gier, donc entre Lyon et Saint-Étienne. On a 130 adhérents et un stand collectif où on réunit donc 21 entreprises sous-traitantes en mécanique, métallurgie et autres. Alors, vous avez fait du design industriel, c'était votre spécialité. Déjà, le côté écolo était présent dans les travaux que vous faisiez pour les industriels? Alors, j'ai envie de dire que le mot écolo était peut-être un peu fort, on ne va pas dire le contraire. Disons que ces entreprises-là industrielles, elles sont aussi dans le bon sens. C'est un peu ça aussi, c'est vraiment, on ne peut pas dire qu'il y a la fibre écologique à fond et autres et tout, hein. Il faut quand même être un peu, mais il y a de la sensibilité, il y a de l'envie en fait, et je trouve que ces derniers temps, il y a une vraie préoccupation à différents niveaux, comme vous l'avez évoqué, aussi par rapport aux collaborateurs, de plus en plus de gens ont cette sensibilité-là, donc comment on fait aussi pour redonner du sens à mon entreprise, également par rapport aux clients. Et puis ce côté aussi bon sens de se dire finalement mes déchets, qu'est-ce que ça devient derrière? Est-ce que je ne peux pas aussi finalement innover, aller sur peut-être des économies aussi, puisque c'est aussi cet enjeu-là, ou alors si je ne fais pas des économies, comment derrière ça se réexploite et autres et tout. Donc il y a vraiment à tous les échelons, maintenant un chef d'entreprise va se poser des questions. Et puis surtout, quand on est comme nous sur un collectif, il y a des gros enjeux sur lesquels on entend de plus en plus parler, les énergies aussi également. Il y a cette sensibilité et cette envie, et on sait qu'avec cette idée de relance aussi, l'innovation va jouer sur plusieurs plans, et notamment ce champ-là également. Ouais. Il y a une notion de collectif aussi, là, puisque vous êtes dans un groupe d'entreprises que vous animez, donc elles travaillent ensemble là, sur ce genre de thème ou bien plutôt de façon individuelle? Alors on le travaille ensemble, on a mis en place plusieurs choses, on a de la veille notamment autour de l'hydrogène au sein du Club G qu'on a mis en place, on est sensible à ce sujet-là, de s'intéresser, de se dire là le marché qu'est-ce qu'il va devenir, comment ça s'oriente et tout ça, donc on a vraiment ce principe de veille et de sensibilité. Après derrière on a des actions sur justement comment sur la notion d'innovation, sur la notion d'industrie du futur, où justement après le développement durable rentre de façon un peu transversale sur ces sujets-là, et également des actions que l'on peut mener au fur et à mesure au sein du Club G de façon plus collective. Il y a des questionnements sur la gestion des déchets qui revient régulièrement. Moi, on m'a déjà dit au niveau de mes chefs d'entreprise, tu peux pas nous trouver un designer, là, quelqu'un qui pourrait nous réutiliser un peu tout ça. Mais c'est vrai que ce lien est difficile à faire. Ils ont des freins, on en parlait juste avant, ils ont des freins de se dire comment je le mets en place, combien ça va me coûter, comment ça va s'organiser. Et je pense qu'effectivement, un club comme le Club G, ce côté de réunir et de pouvoir mutualiser, comme on peut le faire ici sur Global Industrie, peut se faire à d'autres échelles et notamment sur ces échelles-là. Grégory, la partie frein, là on voit que les entreprises elles sont motivées, elles ont envie de faire des choses, pour la planète et puis en plus elles se rendent compte qu'il y a un intérêt pour elles. Mais vous aussi, dans votre étude, vous voyez ces freins-là, ils sont mis en exergue? Tout à fait. En fait, le principal frein pour les industriels, c'est leur force, c'est des gens pragmatiques. Donc quand ils font quelque chose, à un moment il faut qu'il y ait une rentabilité, sinon ils mettent à mal leur entreprise. On n'est pas dans le milieu associatif où on peut avoir d'autres volets. Et donc en fait, ce volet rentabilité, c'est très comment on peut... parce que pour apprendre, il faut se planter.
Mais comment on se plante en étant un Les industriel, industriels, ils aiment mais pas sans trop se se planter. planter. Oui, mais il faut se planter sans se planter. Et c'est un art en fait de se planter sans se planter en fait. Et un exemple, par exemple, on travaille, et c'est vrai pour les groupes et les petits. Là, on travaille avec une petite PME qui fait des emballages pour les fleuristes. Il a des déchets et il dit plutôt que de les recycler, ils vont être incinérés ou je sais pas ce qu'ils deviennent. Est-ce que je peux pas en faire des produits pour les fleuristes? Et donc, mais comment on fait pour... on va pas faire une offre et proposer dans le catalogue tout de suite des produits qu'on a industrialisés. Donc c'est comment on va, par exemple, aller... donc il y a un déficit de compétences et d'approche, parce que les cycles en V classiques des ingénieurs, ça marche pas pour ça. Et donc là, c'est comment on va mettre un designer chez des fleuristes pendant une semaine, en mode ethnographe, ethnologue du fleuriste, comprendre les problèmes qu'ils peuvent avoir, revenir avec quelques idées, ensuite prototyper avec du 3D ou même du carton ou des faux produits, mais mettre le produit dans les mains du fleuriste ensuite avec une trentaine de fleuristes et revenir avec combien ça coûte, est-ce qu'il l'utilise, comment on en fait derrière, etc. Et ensuite d'aller prototyper, mais en fait quand on va prototyper, on a déjà un marché. Et donc ça c'est vraiment des approches Lean Startup que nous on propose et que les entreprises ne savent pas vraiment faire et ça leur va parce qu'on lit dans 2 semaines, on vous remène des trucs et ça coûte pas grand chose quoi. Et les grands groupes, leur problème c'est qu'ils innovent je caricature, mais ils innovent à la défense. Et ensuite, ils mettent ça dans les mains des business units locales, etc. Les gars, mais c'est pas le problème de mes clients, etc. Donc il y a un problème de où est fait l'innovation, en centrale ou en local. C'est souvent fait en centrale et pas en local. Et quand c'est fait en local, il y a un problème. J'ai une super idée, mais j'ai pas les moyens. Et il y a un problème de rapidité d'innovation et de boucle entre le local et le central. Donc il y a un vrai problème de management de l'innovation. Alors qu'en fait, en quelques mois, quelle que soit la taille de l'entreprise, on est capable d'innover chez les clients avec déjà des protos qui sont déjà presque vendus et qui derrière amorcent une pompe qu'on n'aurait jamais avec des cycles en V de 3 à 5 ans. Quoi. Et finalement, peut-être que les petits ont plus d'atouts que les gros pour innover dans ce domaine-là. On la retrouve où, votre étude ? Alors l'étude, elle est en libre accès en PDF sur le site de opo-conseil.fr et il y a une version papier aussi alors qui est payante, mais qu'on peut aussi acheter sur le site. D'accord. Merci à vous deux. On voit c'est un sujet passionnant et puis on aura certainement l'occasion d'en reparler. Merci encore. Beaucoup.